Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité du continent, un quatrième cas d'Ebola diagnostiqué en République démocratique du Congo. L'épidémie est de retour depuis un an dans le pays. Plus de 1800 personnes sont mortes. On en parle dans quelques instants avec Antoine Gauge. Il est porte-parole de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Une poignée de main historique au Mozambique. Le président et le chef de l'ancienne rébellion ont signé un accord de paix ce jeudi, et ce, à quelques mois d'élections générales. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Afrique du Sud, à la rencontre d'Esther Machlangu, une artiste de 83 ans qui transmet ses techniques ancestrales aux plus jeunes. C'était il y a un an, le retour du virus Ebola en République démocratique du Congo. La situation sur place reste difficile à contrôler. 1800 personnes sont décédées. Les épicentres se sont depuis déplacés. C'est désormais la région du Kivu qui est touchée, notamment la ville de Goma, où ce jeudi, un quatrième cas a été diagnostiqué. On va prendre justement la direction de Goma pour en parler avec vous. Antoine Gauge, vous êtes porte-parole de Médecins sans frontières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Antoine Gauge, les vaccins sont aujourd'hui utilisés, le personnel soignant et les ONG sont mobilisés sur place. Alors pourquoi est-il si difficile de contrôler la propagation de cette épidémie ? Bonsoir. Effectivement, la situation est quand même encore très difficile d'être contrôlée. La situation épidémiologique est même très inquiétante, comme vous l'avez dit. Il y a 4 cas à Goma, une ville de 1,5 million d'habitants. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut remettre l'épidémie dans un contexte qui est très volatile, qui est plein d'insécurité et qui depuis 25 ans est au proie de conflits, qui a aussi un système de santé qui est un petit peu négligé, qui fait que on ne peut pas considérer une épidémie sans uniquement par une prise en charge médicale, mais aussi en prenant en compte tout l'aspect de l'environnement, du contexte et de la population en l'occurrence. Alors, on le sait aussi, Antoine Gauche, que cette population, elle est souvent méfiante. On sait que beaucoup de vaccins sont refusés par certains habitants de cette région du Kivu. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui par Médecins sans frontières pour tenter d'aller un peu plus vers cette population aujourd'hui ? Alors effectivement, comme vous le dites, il y a eu la population a été dans un premier temps très réticente. Depuis un certain nombre de mois, MSF travaille beaucoup plus avec les structures du système de santé, c'est-à-dire les structures sanitaires du système de santé, justement pour que la réponse soit intégrée dans le système de santé et non un système parallèle. Pourquoi ? Parce que la population a beaucoup plus confiance dans le système de santé existant, dans le système de santé auquel ils ont l'habitude de se rendre. Et on travaille avec les acteurs du système de santé, c'est-à-dire avec le ministère de la Santé et le personnel, en appui justement pour qu'il y ait cette prise en charge de l'épidémie qui se fait dès le centre de santé ou l'hôpital en l'occurrence. Alors Antoine Gauche, il y a aussi les techniques utilisées qui posent souvent problème. Initialement, on avait l'habitude de brûler tout ce qui pouvait être assimilé à la maladie, au virus Ebola. Et pour beaucoup, sur place, c'était un peu assimilé à la technique, à la politique de la terre brûlée. Comment les techniques, par exemple pour MSF, ont pu évoluer sur le terrain ? Alors, ça, c'est vrai que d'une part, on s'est aperçu que c'était pas forcément nécessaire d'avoir toute une équipe qui se retrouve un petit peu comme vous le dites, la terre brûlée, mais d'avoir une approche beaucoup plus en collaboration avec les leaders communautaires pour il y ait une meilleure compréhension de ce qu'est la maladie, de ce qu'est le risque d'une personne décédée, les précautions à prendre lors d'un enterrement. Et donc, il y a vraiment une collaboration qui se fait avec les acteurs locaux, avec les leaders traditionnels, communautaires, et bien évidemment avec le ministère de la Santé avec qui on travaille étroitement. Merci Antoine Gauche depuis Goma. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo.
Un accord historique qui vient sceller une paix attendue au Mozambique. Le chef de l'ancienne rébellion devenu principal parti d'opposition et le président ont signé ce jeudi un accord de paix. Mais après des décennies de conflits, cette troisième tentative de paix sera-t-elle durable? Elle intervient en tout cas à quelques mois d'élections générales prévues le 15 octobre. Julie Chouteau. L'hymne national du Mozambique entonné à l'unisson au cœur de la montagne de Garongosa dans le centre du pays. Cette base militaire, ancien fief des rebelles, est aujourd'hui le théâtre de la réconciliation. Côte à côte, le président du Mozambique et le leader de l'ex-rébellion signent un accord de paix qui marque officiellement la fin du conflit qui les opposait. Le 1er août 2019 restera gravé dans l'histoire du peuple du Mozambique comme le jour où des frères se sont rejoints par des actes et des sentiments. Le jour où des frères ont dit stop à la guerre et se sont embrassés pour le développement du Mozambique. Au total, plus de 5200 combattants de l'ex-rébellion doivent remettre leurs armes au gouvernement. Certains doivent ensuite intégrer l'armée et la police. D'autres seront réinsérés dans la vie civile grâce à une aide financière. Nous voulons garantir à notre peuple et au monde entier que nous en avons fini avec la logique de la violence comme moyen de résoudre les désaccords. De 1977 à 1992, la rébellion anti-marxiste, la Renamo, a combattu le gouvernement d'orientation communiste. Cette guerre civile postcoloniale a fait environ 1 million de morts et des millions de déplacés. À la fin du conflit, en 1992, la rébellion se transforme en parti politique et devient la principale force d'opposition, avant de reprendre les armes en 2013 contre le gouvernement. En 2016, un cessez-le-feu est décrété, suivi de 2 accords de paix qui ont débouché sur des échecs. Ce troisième accord intervient à quelques mois des élections générales prévues en octobre. La Somalie en deuil. Abdirahman Omar Osman, le maire de Mogadiscio, a succombé à ses blessures. Il y a tout juste une semaine, il avait été blessé alors que la capitale somalienne était une nouvelle fois touchée par un attentat suicide. Un militant Shebab s'était fait exploser à l'intérieur de la mairie de Mogadiscio. La reprise des pourparlers sera-t-elle une nouvelle fois repoussée au Soudan? Il devait reprendre ce soir entre les contestataires et les militaires. Mais ce jeudi, 4 manifestants ont été abattus lors d'un rassemblement à Dourman. C'est à quelques kilomètres de la capitale Khartoum. Lundi déjà, 6 manifestants, dont 5 lycéens, avaient été tués par balle. Plus de 60 personnes avaient été alors blessées. Passation de pouvoir à Nouakchott. Mohamed Ould Razaoui a été investi ce jeudi pour un mandat de 5 ans. De nombreux défis attendent le nouveau président dans ce pays habitué au coup d'État militaire. Simon Harding. C'est seulement le 2e président mauritanien élu par le peuple. Mohamed Ould Ghazouani, le bras droit de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, a prêté serment ce jeudi en tant que nouveau chef d'État mauritanien. Union pour la République, parti fondé par Ould Abdelaziz en 2009, conserve le pouvoir. Souvent présenté comme le dauphin de son prédécesseur, le général Ghazouani était désigné comme étant l'homme de l'ombre. À 2 reprises, il est impliqué dans des coups d'État, le plus récent en 2008, quand sur les ordres de Ould Abdelaziz, il renverse le président Sidi Ould Sheikh Abdallahi. Après une longue carrière militaire, il est nommé chef d'état-major des armées en 2008 et le restera pendant 10 ans, avant d'être nommé ministre de la Défense en octobre 2018. Fils d'un chef de tribu, Ghazouani a promis d'être le président de tous les Mauritaniens et de faire de la lutte contre les disparités sa priorité. Il souhaite aussi renforcer le statut de l'armée et d'augmenter la sécurité dans le pays. Transmettre l'art ancestral aux plus jeunes. C'est la passion d'Esther Mashlangou. Cette artiste sud-africaine de 83 ans vient de recevoir la médaille d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Caroline Dumais et Stéphane Karsten l'ont rencontrée chez elle, en pays Ndébélé. Le temps s'est arrêté en pays Ndébélé, à 300 km de Pretoria. Ici, depuis 2 siècles, on décore sa maison. Une tradition féminine qui perdure grâce aux aînés, comme Esther Mashlangou. Cette grand-mère de 83 ans raconte qu'on ne pouvait pas se marier jadis sans maîtriser ces techniques.
La première maison, là où vous vous mariez, il faut la peindre et la famille vient inspecter pour voir si vous êtes capable de peindre et donc si vous avez suffisamment d'éducation. Esther Machlangu expose partout. Sa carrière d'artiste a commencé dans les années 90, quand elle a été remarquée par un curateur d'art français. Et après la France, je suis allée partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit que je ne connaisse pas. La première femme du village à avoir voyagé est admirée par tous. Et les fillettes viennent auprès d'elle pour apprendre l'art débellé. Tout ce que je veux, c'est le faire parfaitement. Si les pigments ont changé, les techniques restent ancestrales. Ici, pas de pinceau, on utilise toujours des plumes de poulet. Oui, ce sont des plumes de poulet. On n'a pas de brosse, ni de crayon ou de règles. On fait tout à la main. Et ça crée des emplois. Vous voyez, moi, je travaille et je vais être payée. Dans une Afrique du Sud qui s'urbanise, l'art ndébélé perd un peu de son sens. Mais ces gardiennes du temple perpétuent la tradition et Esther Machlangu poursuit son rêve. Ce que je veux, c'est construire une très grande école et que les gens viennent de loin, qu'ils viennent dormir ici quand ils viendront travailler. Elle a connu Nelson Mandela et son travail a souvent été primé. Mais Esther Machlangu est surtout fière de transmettre son savoir dans la lignée de ses ancêtres. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 24.